Bien, donc on reprend avec Prune Nourri qui est arrivée sur le plateau et Rebecca qui reste avec nous parce qu'on va partager avec Rebecca l'entretien avec Prune à partir de son film. Donc normalement tout le monde a vu le film de Prune, Serendipity. On surveille, on surveille. Et un anniversaire de 20 ans de Gypsy ne serait pas un anniversaire sans Prune, parce qu'elle a été là presque à toutes nos étapes de vie. Elle est venue d'abord à l'hôpital Antoine Béclair pour faire des recherches sur les embryons congelés, sur les ovocytes congelés, peut-être pas à l'époque, mais en tout cas sur les embryons, sur les femmes, sur la procréation, sur la fertilité. Et donc, on sait que son interrogation est à la fois artistique et politique, puisque Prune parle beaucoup des femmes et du déséquilibre entre les sexes, le manque de femmes. Et donc, dans son film, elle mélange subtilement l'art et la création, et l'art et la guérison, et la destruction et la construction. Est-ce qu'on peut parler de cette construction à partir de la destruction ? Oui, et ça me fait penser à un titre d'une œuvre que j'ai réalisée il y a 4 ans, en plein milieu d'ailleurs de la chimiothérapie par laquelle je passais, puisque le film Serendipity, c'est comme un film en sens inverse, dans le sens où il reprend... dire 2 mots ? Il reprend beaucoup d'images d'archives que je pensais jamais utiliser ou que voilà, j'avais gardées comme tout artiste est obsédé par l'idée d'archiver, notamment quand beaucoup de mes projets sont aussi éphémères. Et puis cette maladie m'est arrivée, une maladie très banale malheureusement, c'est un cancer du sein qui arrive à une femme sur 8, qu'on aimerait voilà, être beaucoup plus rare. Et au départ, j'ai, comme toute personne qui passe à travers ça, le mot cancer fait tellement peur, j'ai eu un choc. Et puis, suite à ce choc, j'ai préféré me poser la question de qu'est-ce que j'en fais plutôt du pourquoi moi. Et étant artiste, j'avais cette chance de pouvoir avoir voilà, à portée de main un mode d'expression, des matériaux qui pouvaient me permettre de transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de créatif. Et du coup, j'en ai fait un film que j'ai appelé Serendipity et qui justement parle de hasard et d'intuition, puisque reprenant toutes ces images d'archives, ça montre comment tous mes projets depuis plus de 10 ans avaient un lien étrange avec cette maladie qui était en train de m'arriver. Mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Au départ, je filmais vraiment comme pour penser à autre chose. Je filmais dans les couloirs d'hôpitaux, le plafond avec ma caméra, parce que je trouvais ça marrant d'avoir d'être poussé comme ça, comme un bébé. D'ailleurs, on peut retrouver que quand vous venez à Béclair, la laborantine vous montre les embryons congelés. Elle vous dit ce sont des embryons congelés qui appartiennent à une femme qui a un cancer du sein. Complètement. Alors ça, j'avais filmé ça du coup 10 ans auparavant. 10 ans auparavant. Et en repartant dans toutes mes archives, vraiment par hasard, je cherchais autre chose dans ces archives. Et là, j'entends cancer du sein. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et je vois une femme dans la même position que moi, au moment où j'étais en train de passer à travers ça, et que j'avais filmé des années auparavant, et avec la laborantine qui me dit, voilà, ce sont les ovules d'une femme qu'on prélève parce qu'elle va devoir passer par la chimiothérapie, donc il y a un risque d'infertilité, car elle a un cancer du sein. Et c'est exactement tous les mots que je venais d'entendre. Donc ça m'a ramené en fait des années en arrière sur des choses que j'avais complètement oubliées. Donc ce film est une manière en fait d'illustrer voilà une manière d'aller plus profond aussi en moi, mais pour... Ça t'a fait peur de découvrir? C'est une question que je voulais te poser parce que j'ai beaucoup aimé ton film, tu le sais. Et je m'étais intéressée à un moment au documentaire. C'était au début, en fait, vraiment le documentaire me plaisait parce que j'avais l'impression qu'en écrivant certains documentaires, te faisaient, en écrivant, advenir la réalité. Donc j'ai des souvenirs, il y a des cinéastes qui travaillent là-dessus beaucoup. Et j'avais un souvenir que les spectateurs sachent, c'est normal que j'intervienne parce que c'est ce qu'on s'est dit. Non, mais que je suis pas. C'était prévu. Je suis c'est prévu, oui. Et l'idée, par exemple, et ça m'était arrivé à titre personnel en tant que cinéaste, j'avais mis en scène quelque chose
quelqu'un qui racontait un accident de voiture sur le lieu de l'accident de voiture, et il se trouve qu'au moment où il le racontait, le même accident se produisait derrière lui. Et ça donnait des frissons, et en même temps, c'était comme une espèce de... Voilà. Et j'ai l'impression que j'ai toujours eu peur, moi, de cet aspect prophétique, de temps en temps, de certaines images ou de certaines idées qu'on a. Et moi, ça m'angoisse. C'est ce que je me dis, si je m'enseigne une personne malade dans mon film, ça veut dire que je porte ça en moi quelque part, et est-ce que ça va advenir? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là quand tu as réorchestré un peu avec ton film le chaos d'une existence que tu ne voulais pas laisser chaotique et sur laquelle tu voulais prendre le pouvoir? Complètement. Et je me suis encore posé cette question il y a environ 10 jours, parce que je prépare un projet pour dans 1 an qui est un projet sur la question de qu'est-ce que c'est que d'être aveugle. Et, attention, hein. Et j'ai été aveugle pendant 3 jours. Je me suis pris un truc dans l'œil et je me suis retrouvée, alors que j'étais en train de contacter des aveugles pour ce projet-là, aveugle pendant 3 jours. Et donc j'ai vécu dans le noir avec toute l'angoisse que ça implique. Et puis le fait de réapprendre son quotidien, de connaître le nombre de pas entre son lit, ses escaliers, sa salle de bain. Fais comme moi un film sur les riches la prochaine fois. Voilà, donc je me suis dit, alors sur quoi est-ce que je pourrais travailler la prochaine fois? Les yachts, c'est une bonne idée, ouais. Donc voilà, on est un peu dangereux. On peut être un peu dangereux quand on est vraiment... Alors je me suis aussi posé cette question, est-ce que c'est parce qu'en tant qu'artiste, on cherche la légitimité? On se dit qu'on ne peut travailler vraiment sur quelque chose qu'à partir du moment où on le comprend, on le maîtrise, maîtrise, ça prend du temps, mais on en fait l'expérience, on l'a vécu. Mais en même temps, Rebecca, elle parle de quelque chose qui va se passer ou qui se passe en même temps, alors que vous parlez de quelque chose sur lequel vous revenez et vous vous dites « Ah, mais il me ressemble, mais c'est bien sûr, j'avais déjà ça ». C'est comme si c'était en arrière. C'est grâce à l'avant que vous comprenez ce qui se passe actuellement. Complètement. En fait, mes projets, c'est je tire un fil et je tisse au fur et à mesure. Et en fait, je ne sais jamais ce que je vais faire après, mais un projet m'amène à un autre. Et c'est comme là, sur ce coup-ci, sur Serendipity, c'est comme si j'étais repartie en arrière et que j'avais retissé, recousu ensemble chaque chose, des choses que je n'avais pas du tout prévues, et qu'à partir de ce patchwork qui, moi, me semblait complètement cohérent, mais je ne savais pas pourquoi, tout d'un coup, devenait cohérent aussi aux yeux des autres. Alors, quand vous parlez de ce corps que vous perdez en chemin et qu'en même temps, vous retrouvez, parce que vous en parlez avec beaucoup de, j'aime pas ce terme, mais je le dis quand même parce que j'en trouve pas d'autre, qui est positivité, optimisme, combativité. Comment on peut parler de ce corps qui finalement est tellement mutilé, hein, puisque Amazon, guerrière, c'est une vraie amputation. J'avais jamais réalisé en fait, ce mot amputation était tellement éloigné pour moi. J'avais entendu parler de cette expérience incroyable de gens amputés qui peuvent ressentir encore leurs membres alors qu'il est plus présent. Et puis le jour où j'ai commencé à sentir un téton qui n'était plus là, qui me chatouillait, me grattait, mais qui n'était plus là, que j'ai compris complètement ce mot amputation et que j'ai pris toute la dimension de me rendre compte qu'en fait, oui, c'était aussi ça, c'était une forme d'amputation. Mais pour moi aussi, il y avait cette bizarrerie d'être sculpteur et en fait d'avoir du coup toute ma vie est en lien avec la 3D, avec le toucher, avec cette idée de volume. Et du coup, j'avais eu cette chance de vraiment être proactif sur la reconstruction en amont et d'avoir fait cette démarche de poser un maximum de questions à mes médecins et parce que j'ai pu en fait faire des choix. C'était important pour moi de pouvoir faire des choix, donc de comprendre toutes les différentes options et de savoir en connaissance de cause qu'est-ce que j'allais choisir, par quoi j'allais passer. Est-ce que cette maîtrise aide à... Accepter, oui, complètement. Je pense que le fait de poser le maximum de questions, d'être le plus possible proactive en amont, d'aller gratter chez les médecins aussi parce que ils vous disent certaines choses. Il y a certaines choses qu'on ne veut pas entendre, il faut leur dire aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est une manière de pouvoir accepter ce par quoi on passe. Et il y a certaines opérations de reconstruction ou
que j'ai prévues et que j'ai très bien vécues, et d'autres opérations d'effets secondaires suite à des médicaments qui étaient complètement imprévisibles, que j'ai très mal vécues. Pourquoi ? Parce qu'elles sont arrivées comme quelque chose auquel je n'avais pas pu me préparer et où j'étais devant le fait accompli et je n'ai pas pu poser les questions que je voulais poser et j'ai été prise par surprise. Et je pense que c'est important. Alors oui, un cancer vous prend par surprise, mais c'est important de ne pas être dans... Alors bien sûr, parfois il faut se dépêcher d'enlever la tumeur, mais c'est important de ne pas être trop dans la rapidité, mais de prendre juste le temps de digérer, de poser les bonnes questions et de se mettre en mode production, en fait. Et... C'est hyper intéressant. Tu dis en mode production, est-ce que tu penses que le film, ça me paraît évident, ta réponse va être évidente, le fait de faire production de cinéma, d'avoir vraiment une prod, une post-prod autour de ce sujet-là, mais c'est vrai. Est-ce que c'est une manière de... Je sais pas, tu l'as lu le texte de Sontag sur la maladie ? Non. Ça me fait penser à ce type comment dire, donc voilà, une femme qui a aussi cancer du sein, il me semble que c'était aussi du sein, avec des récidives, et qui a besoin en fait de créer un écrin d'écriture autour de ça pour le vivre, pour le survivre. Je pense que c'est une manière aussi de le maîtriser, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, quelque chose qui vous tombe dessus par hasard ou pas, mais en tout cas qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, d'essayer de devenir un peu maître de son destin, là où en fait on perd complètement tout contrôle. Mais après, il y a aussi la dimension de sculpture, donc cette idée de volume. Moi, je me suis retrouvée en fait de sculpteur, je suis passée sculpture, puisque j'étais tout d'un coup entre les mains des chirurgiens. Sculptée. À être sculptée. Alors ça a donné des scènes assez rigolotes qui sont pas toutes dans le film d'ailleurs. Par exemple, mon chirurgien qui doit justement me refaire un téton qui se m'assied sur la table d'opération. Puis moi, je me dis que voilà, il doit avoir quelque chose à me montrer, un miroir, pour qu'on puisse se mettre d'accord. Il prend son iPhone, il met en mode miroir, il retourne contre moi, il me dessine un petit truc comme ça, il me dit « ça vous va ?» Alors moi, j'ai mon œil d'artiste, je fais « ah non, c'est pas symétrique du tout ». Et moi, j'avais vraiment envie de symétrie, ça dépend des femmes. Des femmes décident de se faire quelque chose de complètement autre chose, de garder leurs cicatrices parce qu'elles en sont fières, etc. Moi, à mon âge, selon ce dont j'avais envie d'être dans la reconstruction, dans la sculpture et d'essayer justement de m'inspirer du premier, reformer le second. Oui. Et voilà, ça donne en fait des situations complètement kafkaïennes et où je me suis retrouvée en fait à lui tenir son iPhone et à me redessiner moi-même pour être sûre de le positionner au bon endroit. Oui. Et je me suis vraiment retrouvée sculpture entre les mains de mon chirurgien. Donc ça a été important pour moi, et ça on le voit dans le film, à un moment donné de reprendre encore possession de mon corps et puis de mon destin et de mes outils de sculpteur. Et j'ai créé pour ça une sculpture de 5 mètres de haut que j'ai appelée l'Amazone, inspirée de cette tribu mythologique de femmes guerrières qui soi-disant se coupaient le sein pour être meilleures archères. Et de cette sculpture, en fait, à un moment donné, une cérémonie que j'ai faite sur une barge géante sur la Hudson River, parce que j'habite à New York depuis 9 ans et mon atelier est là-bas, donc j'ai sculpté cette sculpture là-bas, et c'est là-bas en partie que j'avais vécu la maladie. Et du coup, elle se baladait sur la Hudson River, on a créé une cérémonie au milieu de l'eau où je cassais le sein comme un geste justement pour, de sculpture, redevenir sculpteur. Est-ce qu'elle a été enfouie après ? Non, elle n'a pas été enfouie, elle existe toujours. Mon but étant de la donner à un hôpital, à un lieu où en fait elle est recouverte d'encens. Ouais. Mais ça avait brûlé, non ? Les encens en fait peuvent être remplacés. Ils sont constamment remplacés. Mais effectivement, l'idée, c'est justement de faire ce geste. C'est inspiré des Mizuko Kuyo, qui sont les enfants. Des offrandes au Japon pour des femmes qui passent à travers soit des fausses couches, des avortements. Et en fait, je crois beaucoup au rituel, au symbolique de justement transformer, faire passer, transmettre soit son désir de guérir, soit cette idée de la maladie dans un objet. Comme ça, on le sort de soi. Et ces femmes, pour les Mizuko Kuyo, en fait, dans des temples, recréent leur enfant sous forme de petits bébés en béton, donc c'est vraiment contemporain, et mettent de l'encens devant et viennent se recueillir devant. Et cette sculpture que j'ai faite était en béton, justement, inspirée de ce rituel. Et vous aviez remarqué que
en repensant à la sculpture et à vos mains, là, comme ça, sur les prothèses. Ma mère, quand vous touchez les prothèses, et qu'à un moment donné, il parle des différents types de prothèses. Et là, encore une fois, on est dans la serendipity, je pense, puisqu'il dit, et celle que je préfère, c'est celle qui est en fœtus de bœuf. Alors ça, On revient quand même sur les fœtus, complètement. on revient sur... à chaque fois. Un de mes premiers projets s'appelle Holy Daughters et c'est un hybride entre la vache sacrée et la petite fille. C'est un projet qui se passe en Inde, que j'ai réalisé à New Delhi puis à Calcutta en 2 temps et qui est justement sur la sélection du sexe, le fait qu'il y a une forte préférence pour le garçon en Asie, qui crée un déséquilibre démographique sur lequel des sociologues travaillent depuis plus de 40 ans et qui malheureusement n'a toujours pas été comblé. Et j'ai fait un premier projet en Inde, un second projet en Chine sur ce sujet. Et pour le projet en Inde, voilà, il y avait ces hybrides. Donc quand on me parle de m'hybrider, quand le médecin me propose des années après de m'hybrider avec un fœtus de vache, j'étais carrément partante. Ah ouais. Mais en fait, il y avait un risque. Il y avait un risque qui était pas nécessaire à prendre. Et là, j'ai préféré. Je me suis dit, j'ai pas forcément envie de l'image, du symbole. Voilà, d'aller jusque-là, de me mettre en danger pour un projet. Donc voilà, ça a été la limite de mon implication dans mon travail. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est grande. Mais il y a aussi une reprise en main quand vous coupez cette natte. Ah oui. Avec Agnès Varda, qui est là avec ce miroir. Ça me faisait penser à votre miroir avec le chirurgien. Et elle, avec son tout petit miroir. Son caméscope, elle te montre le caméscope, en fait, ça, elle tourne avec un caméscope. Oui, complètement, avec un vieux caméscope. Et en fait, c'est aussi dans cet ordre du rituel, c'est que je pense que c'est important à différents moments de notre vie, que ce soit des petits moments, que ce soit des moments importants, de les marquer, de les célébrer. Et là, j'étais face à quelque chose de compliqué. J'avais une natte depuis des années que je me faisais, qui était un peu comme quelque chose qui me représentait, voilà, qui était important pour moi et que je faisais les yeux fermés chaque matin. Et là, j'apprends que en fait, je vais devoir passer par 6 mois de chimiothérapie, que j'ai un risque de perdre mes cheveux. Et encore une fois, je me dis, je préfère être proactive et les couper moi-même plutôt que de les voir tomber. Et comme je vais potentiellement devoir porter une perruque, je préfère me faire une coupe qui ressemble à une perruque, c'est-à-dire la coupe de Cléopâtre, parce qu'au moins personne ne verra la différence. Pas bête, très malin. Si je dois la porter. Très malin. Je me suis retrouvée finalement à ne jamais porter cette perruque parce que j'avais l'impression de me mentir à moi-même, parce que j'avais tellement l'habitude de porter des foulards même avant qu'en fait c'était plus logique pour moi de porter des foulards. Mais bon. Donc je coupe cette natte. Parce que j'en parle à Agnès Varda, une amie que j'ai eu la grande chance de connaître juste avant la fin de sa vie, quelques années qui ont semblé des dizaines d'années, parce que je pense que comme les enfants, on s'y attache très vite, le début de vie, la fin de vie, c'est tellement intense qu'au final, on a l'impression de vivre Moi, je pensais que vous connaissiez 40 ans, toujours. 4 ans, comme si. Et du coup, elle me dit, mais écoute, tu sais que moi, quand j'avais 18 ans, pour passer de l'état de jeune fille à femme, j'ai fait ce rituel, j'ai coupé ma natte, viens, on le fait ensemble. Et on s'est retrouvés, elle m'a fait un cadeau inestimable, puisque ce jour-là, on s'est retrouvés à faire ce rituel, mais totalement imprévu. C'est la veille, au soir, dans mon lit, je me dis, bon, demain matin, je vais retrouver Agnès, qu'est-ce que je vais porter pour une coupe de cheveux. Pour une coupe de cheveux. C'est vraiment risqué. T'as pris un... Parce que j'adore Agnès Varda. Je ne ferais pas une coupe de cheveux avec Agnès. Ou une couleur. Mais... En plus, elle m'avait fait une petite surprise qui était, elle m'avait prévu sa coiffeuse de tous ses films qui était là, sa coiffeuse de plateau, Catherine, qui était là pour me refaire une coupe derrière. Catherine Legrand, avec Leblanc. Catherine Leblanc qui était là ce jour-là, incroyable, pour me faire la coupe de Cléopâtre. Donc cadeau dingue. Mais la veille au soir dans mon lit, je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je vais porter ? Je ne vais pas porter un pull, etc. Qu'est-ce qui pourrait être symbolique ? Et je me dis, drap blanc. Quand se déguiser, c'est toujours plus simple de faire quelque chose de dur quand on se déguise. Et du coup, le truc le plus simple à trouver en partant le matin... Sans souvenir. Sans souvenir. Ma perruque m'a servi aussi pour faire la fête après. Mais... Et donc, drap blanc. Et en fait, portant ce drap blanc avec cette coupe... Avec Agnès devant, à un moment donné, elle me dit, tiens, on dirait une Amazone.
Et moi, je retiens le truc, je connais ça que voilà, des histoires d'enfance. Et donc, je fais le geste typique de quand on entend le mot Amazon, si on en a entendu parler enfant, on tire à l'arc. Et en fait, sans le savoir, elle me faisait un autre cadeau qui était voilà, cette sculpture symbolique que j'allais faire des mois plus tard. Et puis, tu as aussi beaucoup de choses. Tu as une exposition que j'ai adorée à Paris, dans laquelle il y a aussi une espèce de salve de flèches qui vont dans le mille, mais je ne sais plus où ça va, dans un cœur. Ça va dans une cible en forme de sein, quand on la regarde de profil, qui est faite en spectaculaire, parce que de bois. Les flèches sont suspendues en fait, de manière invisible. Et c'est une œuvre très forte pour moi. C'est une œuvre qui inspire une autre œuvre, qui est une exposition qui aura lieu au Bon Marché dans 1 mois. Pareil avec le côté dans le mille. Pas plus, ok. L'art du teasing. Ouais. Il y a un très gros sein. Comme je sais que ton prochain film est érotique, je me permets de préciser ça. On est en plein dedans. Et alors, pour revenir à cet enfouissement, ces petites filles chinoises que vous avez été... à des sculptures, hein, j'insiste, ce ne sont pas des vraies. Pas des petites enfants, filles chinoises que vous avez sculptées à l'image de ces guerriers chinois. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, je suis partie de 8 petites filles existantes, de 8 modèles. À cause de la différence? Exactement le même sujet que le projet en Inde. En fait, le projet en Inde m'a amenée à la Chine et j'ai décidé de faire en fait ces projets de manière complémentaire aussi parce que l'Inde et la Chine, c'est 1/3 de la population mondiale. Et quand on parle de déséquilibre démographique qui concerne un manque de femmes, ça nous concerne tous. Donc la première étape a été l'Inde, mais bien sûr, la Chine a été un projet complètement différent parce que voilà, il fallait que ça parle. Là-bas, pour moi, le plus important, encore une fois, une question de légitimité en tant qu'artiste. Je débarquais, jeune artiste française venant de déménager à New York, au fin fond de la Chine, qui j'étais pour aller faire un projet sur la sélection du sexe en Chine. D'ailleurs, on vous voit avec tous ces gens qui, au départ, sont très perplexes. N'y crois pas. Ils ont l'habitude de faire des sculptures que de garçons, et pourquoi des filles? Oui, et puis les soldats dont je m'inspire pour ce projet, qui est quand même un des symboles nationaux, voilà, et qui est composé que d'hommes, et tout le monde sait, comme ils le disent là-bas, comme l'artisan avec qui j'ai travaillé le dit, qui était cette jeune artiste qui débarquait en disant qu'elle allait transformer notre symbole national. Tout le monde sait que les soldats, c'est des hommes, ça ne peut pas être des femmes. Ben oui. Et en fait, qui des mois après a travaillé côte à côte, s'est complètement approprié le projet, a personnifié ses petites filles. Oui, d'après vous, comment il... Juste en travail. Comment il a fait pour accepter cette transgression, vraiment? Je pense qu'il y a 2-3 choses. Quand même. Il y a déjà le fait que on a passé beaucoup de temps ensemble. Moi, ne parlant pas chinois, lui ne parlant ni français ni anglais. Vous parlez quoi alors? On parlait les langages du sculpteur, ce que j'appelle le langage de sculpteur. C'est vraiment un langage comme ça, une compréhension, une chance d'être tombée sur cet homme au fin fond de la Chine. Et après, il y a une part de hasard et d'intuition encore. C'est pour moi la définition de la serendipity, parce que j'ai cherché beaucoup d'endroits, je suis arrivée dans ce lieu, je l'ai rencontré, j'ai tout de suite su que c'était là. Et l'autre chose pour laquelle je pense il a changé d'avis sur le projet, c'est le temps qu'on a passé ensemble, le travail qu'on y a mis, et aussi le fait que, petite chose que j'aurais vraiment pas pu prévoir, j'ai choisi de sculpter, de m'inspirer donc des soldats de terre cuite qui sont vieux de plus de 2000 ans et qui ont en fait un cou. La tête se pose dans le cou, et pour tenir ce cou et cette tête qui sont en 2 parties, il y a des foulards qui ont été faits, qui ont été sculptés à l'époque. Et moi, en m'inspirant des petites filles dans un monde actuel, où à l'école, que ce soit les garçons ou les filles, ils sont obligés de porter un uniforme, et cet uniforme, c'est notamment un petit foulard rouge du Parti communiste. Je me suis dit, ce foulard, c'est pour moi l'hybride, le lien d'hybridité absolue. Et donc forcément, ça s'est imposé. J'ai même pas intellectualisé ça. Et lui, ça a été le point, le lien qui a fait que le projet lui semblait cohérent. Incroyable. Voilà. Et pour l'anecdote, j'ai une photo de cette œuvre
qu'on m'a offerte pour un anniversaire très important, donc à cette run chez moi. C'est vraiment quand tu parles de... Ouais. C'est bien de ça, on parle de... Ouais, non, bien sûr. complètement. Qui est la photo du... Je ne savais pas, donc j'ai réalisé à partir de 8 sculptures, de 8 modèles de petites filles qui sont des orphelines dans la campagne chinoise. C'est là où il y a le plus de déséquilibre, le plus de sélection. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, contrairement à l'Inde, de travailler non pas dans les villes, mais dans les campagnes. Et je suis partie sur ces filles que je n'ai pas voulu sélectionner parce que c'était un projet justement contre la sélection. Donc ça a été vraiment un hasard de rencontre avec ces petites filles. Et elles ont accepté d'être modèles pour le projet. J'ai sculpté leur portrait hybridé avec le style des soldats de terre cuite d'il y a 2000 ans. Donc je me suis mis dans la peau des artisans d'il y a 2000 ans, tout en apprenant les techniques des artisans copistes. Je suis allée copier les copistes chinois pour ce projet. Et de ces 8 originales, avec l'artisan, on a fait les moules tête, buste, jambes, qu'on a combiné 108 fois pour faire 108 sculptures complètement différentes. Et là, lui, je l'ai invité en lui disant, c'est toi qui vas signer, là, ces 108, elles ne seront jamais à vendre, elles sont destinées à être enfouies en Chine, dans un lieu tenu secret jusqu'en 2030. Et tu vas transformer à partir de mes visages, chacun de ces visages pour les rendre toutes uniques, sauf les 8 originales, qui, elles, ont été vendues à 8 collectionneurs différents pour financer les 108. Qui n'étaient pas à vendre. Et 2030, tu les ressors ? Et 2030, je les excave avec des archéologues. Il y en aura besoin, parce qu'elles seront certainement pour certaines en miettes. Et du coup, on a décidé au dernier moment, alors que je venais de les exposer à Shanghai, parce que pour moi, je voulais les exposer en Chine, les enfouir en Chine, pas prendre le risque de les sortir. Sauf que l'expo à Shanghai, il y a eu tellement de rencontres incroyables, de réactions géniales, de gens, je sentais que les femmes notamment étaient tellement touchées par ce projet, je me suis dit mais il faut que ces petites filles, ces 108 sculptures, voient le monde avant d'être enfouies jusqu'en 2030. Et en 2 semaines, j'ai dû monter un tour du monde sans savoir où j'allais. Donc j'ai eu la chance, d'abord en France, je me suis dit ok, je vais aller expliquer à ma famille qu'est-ce que je fous en Chine. C'était à Guimet ? Non, celle-ci, c'était au 104. Et j'ai José Manuel Gonçalves, qui est le directeur artistique du 104, qui m'a dit « Ok, Banco, dans 5 mois », alors que jamais aucune institution va dire « Oui, ok, dans 5 mois, on accueille une armée géante ». Donc ça a été ma première destination. Ensuite, Zurich, parce que c'est là où avaient été montrés pour la première fois les soldats de terre cuite, les vrais, en Europe. Ensuite, New York, parce que c'est là que j'habitais depuis 9 ans, et Mexico City. Et c'est ça l'image que tu as, c'est Mexico City, le musée Diego Rivera à Nahuatl, qu'il avait conçu comme un tombeau inspiré comme un site archéologique, un faux site archéologique. Donc j'ai amené mon faux site archéologique à son faux site archéologique. Et ensuite, retour en Chine. Au bout d'1 an, j'avais exportation temporaire, c'était 1 an, il ne fallait pas que je dépasse, j'étais très à l'heure, je ne voulais pas de problème. Et je ne voulais pas qu'on refuse mon armée. Et là, j'ai dû, pendant 9 mois, ça m'a vraiment pris le temps d'une gestation, trouver un lieu pour l'enfouir. Et ça a été, je pense, le moment le plus dur de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'aller trouver un lieu pour enterrer une armée, donc la taille d'une piscine olympique, quelque part en Chine, alors que la terre, il n'y a pas de propriété là-bas, ça appartient au gouvernement. Il faut trouver un propriétaire terrien qui n'en est pas un, qui accepte de faire confiance à une jeune artiste jusqu'en 2030, alors que la terre est très précieuse en Chine, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de constructions, ça représente beaucoup d'argent. Et moi, je ne voulais pas d'échange d'argent, je voulais un vrai échange éthique, un échange moral où il n'y avait pas d'échange de monnaie. Et puis de toute manière, je n'aurais pas pu louer, je n'aurais pas pu acheter, c'était pas dans mes moyens. Et puis surtout, c'était impossible. En Chine, il n'y a pas de propriété, encore moins pour une Française. Donc voilà, j'ai souhaité avoir un échange qui soit un échange artistique et j'ai, au bout de 9 mois, réussi à trouver quelqu'un par l'aide d'un ami artiste chinois. Et sauf que le monsieur m'a dit ok, je vous fais confiance, mais vous avez 3 semaines. Et ça tombait en plein milieu pendant les vacances chinoises, dont j'avais jamais appris l'existence. Moi, je connaissais que le Nouvel An, le 1 mois du Nouvel An chinois où tout le monde s'arrête de travailler là-bas. Et en fait, il y avait ces 10 jours aussi, en octobre. Et voilà, ça a été un bras de fer. Enfin, ouais, une des bonnes productions de ma vie. Et 9 mois 9 mois, ouais. Étonnant, ouais. Mais vraiment. Voilà. Alors, Prune, si vous aviez un pouvoir secret, ça serait quoi ? Alors, comme à l'intérieur du film Serendipity, j'aime beaucoup cette question, mais c'est une question qu'une amie m'a posée justement sur le voyage de retour
de Chine, alors que je retournais voir les petites filles avec qui j'ai fait le projet, plus 2 ans après l'enfouissement. Et elle me pose cette question, mais vraiment à l'aéroport, en train de manger un sandwich dégueulasse. Et quelque chose qui me vient, mais tout de suite, sans réfléchir, je ne savais même pas que j'avais ça en moi, c'est j'aimerais tellement avoir le pouvoir de guérir avec mes mains. Et c'est vrai, ce serait mon souhait le plus cher, de pouvoir guérir avec mes mains. Voilà, donc je ne vais pas changer aujourd'hui, ça l'est toujours. D'accord. Eh ben, merci. Et merci à toutes les deux pour cette leçon de création, je trouve. On a vraiment approché un petit peu la façon dont vous créez toutes les deux. Moi, je me suis délectée des réponses de Rebecca sur l'inspiration surtout. Je partage ton point de vue. Je l'appliquerai pour d'autres interviews. Ouais, d'un truc personnel et collectif. Ah ouais, c'est exactement ce que je ressens.